Allez, je propose qu'on démarre. Donc, merci à tous d'être ici. Pour l'instant, on est 36 pour notre deuxième Datapéro. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on a décidé chez Datasulting de faire un petit webinar pour l'instant et je l'espère demain un vrai apéro où on partage sur un sujet qui touche à l'exploitation des données au service de la performance de vos entreprises. Et aujourd'hui, on a un invité tout particulier qui est Samuel, qui travaille chez Chooseit en tant que directeur conseil, mais il se présentera tout à l'heure. Et Jérôme, qui doit arriver, qui était sur la route et qui va bientôt nous rejoindre. Donc, les aléas du direct, mais il n'y a pas de souci, il sera là pour démarrer sa partie en tout cas. Donc, aujourd'hui, on avait décidé de vous partager sur un sujet qui touche beaucoup de sociétés qui sont présentes sur le web et qui font du marketing et qui ont besoin d'adresser et de toucher des clients. Et donc, Samuel et Jérôme vont pouvoir vous partager leurs pratiques sur les moyens d'analyser la performance des actions marketing qui permettent de faire de l'acquisition, de la fidélisation client, et tout ça à l'aide des données et des outils qui permettent d'analyser la performance de ces actions marketing. Donc, on se donne jusqu'à 12h30, puisque le principe, c'est qu'on ne dépasse pas l'heure de partage entre nous. Voilà pour ce qui est de l'introduction. Donc, je vais laisser Samuel se présenter et puis je prendrai la main pour Jérôme, qui n'est pas encore devant son écran. Et puis ensuite, on enchaînera sur la thématique du jour. Samuel, c'est à toi. Donc, bonjour à vous. Donc, moi, je suis Samuel, je travaille chez Tutit depuis maintenant une quinzaine d'années. J'accompagne en fait les entreprises sur la partie stratégique et choix de leur système et sur une partie justement performance et mesures qu'on va pouvoir voir sur une partie digitale. Je te laisse présenter Jérôme, du coup. Alors, Jérôme est fondateur Datasulting et également directeur conseil. Donc, aujourd'hui, on est 3 associés chez Datasulting. Et Jérôme supervise et pilote toute la partie qui touche au conseil sur la stratégie data en entreprise et les aspects de BI et de connaissance client. Donc, il pourra évoquer au travers des sujets qu'il va vous partager les différentes approches qu'on peut avoir sur l'analyse des données clients notamment. Alors, j'ai laissé les adresses mail volontairement pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, adresser un message direct à Jérôme ou à Samuel en fonction des sujets qui vous intéressent. Alors, et moi-même, je ne me suis pas présenté, excusez-moi, parce que c'est vrai que je n'y pense pas à chaque fois. Et moi-même, je suis président de Datasulting, mais en l'occurrence, pour cette fois, je serai surtout le gentil animateur et modérateur de ce webinaire. Alors, la question à laquelle on a souhaité répondre sur ce Datapéro, c'est savoir combien vous coûte aujourd'hui votre acquisition et votre fidélisation client au travers d'un usage efficace des données dont vous disposez. Également d'avoir une approche de connaissance client, donc quelles sont les méthodes que l'on peut mettre en place pour répondre à cette question, et puis bien entendu d'avoir une vraie démarche continue d'analyse de la performance au travers des outils qui nous sont proposés sur le marché pour répondre à ces questions. Donc je laisserai Samuel démarrer avec l'approche de Chooseit qui va se concentrer notamment sur la partie pilotage de la performance des actions digitales. Et je vais te redonner la main. Je vais récupérer le partage d'écran, si tu veux bien. Hop, c'est à toi normalement. Tu dois l'avoir. Ok, parfait. Donc, si tu peux me confirmer que vous voyez bien mon écran, ce serait top. Parfait. Du coup, pour vous présenter rapidement ce qu'on fait chez Chooseit, donc on est une agence de transformation digitale depuis 22 ans. Donc, notre métier, c'est de la prestation de conseils, de design, de développement technique pour des solutions sur mesure. Donc, l'idée, c'est qu'on crée des plateformes web mobiles pour faire rayonner une marque, de l'acquisition, de la fidélisation ou du e-commerce. L'idée, c'est de pouvoir accompagner en fait tout un métier, même à travers des intranets, pour faciliter la gestion au quotidien. Donc, c'est hyper large comme métier, mais on accompagne les entreprises dans cette transformation digitale pour être plus performant. Ce que je vais vous présenter ici, c'est il y a 3 sujets sur lesquels on va discuter, qui est dans un premier temps sur un site web la partie acquisition avec ce qu'on appelle le coût par client, donc le coût d'acquisition client, donc ce qui est appelé ici le CAC. On verra dans une deuxième partie
on a comment on peut optimiser cette performance, et une vision un peu plus long terme sur comment analyser sa base client et voir quelles sont les actions qu'on peut et les informations qu'on peut en tirer. Donc, tout d'abord, là, l'idée, c'est de discuter du pilotage de son acquisition. Donc, ce qu'on entend acquisition, c'est un utilisateur anonyme qui va remplir un formulaire, passer une commande et qui va devenir mon potentiel client ou mon potentiel prospect. Donc, ce qu'on appelle CAC, c'est le coût d'acquisition par client. Et l'idée à la fin de cette première étape, c'est de pouvoir se dire, j'ai un client qui me coûte 12,35 € sur AdWords. Et sur Facebook, il coûte peut-être 5,87 €. Donc, globalement, vous avez votre coût d'acquisition client. Et l'objectif, dans un premier temps, pour vraiment bien piloter son acquisition, c'est de segmenter cette source de trafic en fonction des utilisateurs arrivés. Donc, ce coût d'acquisition client, c'est tout simplement le résultat du montant investi par le nombre de clients acquis par ce canal-là. J'ai un petit exemple juste en dessous. Donc, vous voyez mon écran là sur lequel on a un espèce de fichier Excel. Sur la deuxième colonne, vous avez votre canal d'acquisition qui sont ici Instagram, Facebook et Google Ads. Et on a le budget associé, donc de 500 €, 2000 € et 7000 € et le nombre d'utilisateurs qui ont été acquis par ce canal-là. Ce qui vous permet d'avoir une idée de votre coût d'acquisition, enfin votre coût à l'utilisateur, qui est peut-être de 14,71 € sur Instagram et de 12,35 € sur AdWords. Donc ça vous permet déjà de segmenter vos différentes actions. Donc ces actions, vous pouvez les mesurer et savoir en fait quel est le canal d'acquisition à travers ce que fait par exemple un Google Analytics. Quand vous allez dans la partie administration et que vous définissez des objectifs, donc que ce soit la création d'une commande ou remplir un formulaire de contact, vous pouvez segmenter vos utilisateurs pour savoir sur le budget que vous avez, quel est le nombre d'utilisateurs et du coup facilement calculer ce fameux coût d'acquisition client. Donc, vous allez vous retrouver un petit peu, assez rapidement, comme on voit à droite, avec ce coût d'acquisition qui, là, dans l'histogramme que j'ai, sur Facebook, c'est peut-être 5 € et il est 3 fois plus cher sur Instagram. Donc, on a une idée de cette répartition du coût d'acquisition. Là, ce qui vaut le coup pour vous de réfléchir, c'est de vous dire, est-ce que j'ai aujourd'hui une idée de qu'est-ce que me coûte un client à la fois de manière globale et à la fois canal d'acquisition par canal. Donc, un canal d'acquisition, ça peut être un canal web comme de la publicité sur Facebook ou Instagram, mais ça peut être aussi du travail RH que vous allez passer sur du SEO ou sur de l'acquisition, on va dire, plus organique. Mais aussi, ce que vous faites en événement physique, même si en ce moment c'est un peu compliqué, c'est qu'est-ce que me coûte un salon en termes de droits d'entrée et de ressources RH pour avoir un budget et un nombre d'utilisateurs. Vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a certains canaux qui sont très coûteux et peu rentables en termes d'utilisateurs et d'autres, au contraire, qui sont plus intéressants. Donc, l'idée, dans un premier temps, c'est de pouvoir isoler ces différents canaux d'acquisition et ce coût. Dans un deuxième temps, l'objectif va être de mesurer votre performance par coût d'acquisition. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir se dire, quand j'ai un client, il me coûte toujours mes 12,35 € sur AdWords, mais par contre, je sais quelle est sa rentabilité. Donc, il a un panier moyen de 41 €. Donc, on a un peu des grandes masses par canal d'acquisition. Et sur Facebook, c'est toujours mes 5,87 € et lui, il a un panier moyen de 36 €. Et bien entendu, j'ai une vision un peu globale de c'est 12,34 € et son panier moyen, c'est 39 €. L'objectif à la fin de cette deuxième phase est de pouvoir en fait se donner une vision de qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça génère. Derrière, je vous ai présenté ce qu'on appelle un coût d'acquisition et la marge en temps zéro. Donc, en temps zéro, l'idée, c'est que quand vous faites de l'acquisition sur Internet, notamment sur de la boutique en ligne, en général, quand vous faites votre publicité, si dans les 24 heures après, l'utilisateur n'a pas commandé, ça va être terminé puisqu'il se rend sur votre site Internet, il achète ou il n'achète pas, et puis c'est terminé puisqu'il a cliqué peut-être sur une bannière publicitaire ou quelque chose. Donc, on a, on va dire, un délai de visualisation qui est assez court. Donc, vous avez sur une première colonne, en fait, le chiffre d'affaires qu'auraient généré mes différents canaux. Donc, ça, j'ai juste multiplié mon nombre d'utilisateurs par le panier moyen que je vous ai présenté juste en dessous. Donc, mon chiffre d'affaires sur Facebook, il aurait été de 12 000 € et puis sur AdWords de 17 000. Ensuite, je vous ai fait une colonne avec le coût produit. Donc, on va imaginer qu'on a un produit sur lequel on marge à 30 %. Donc, en fait, si je fais 12 000 divisé par 1,3, donc 30 % de marge,
j'ai mon coût d'acquisition. Donc ça, c'est qu'est-ce que me coûte mon produit physiquement si je vends des produits physiques. Et du coup, ma réelle marge potentielle, qui est de 2832,92 € sur ce canal Facebook. Donc, sur le papier, en fait, je suis rentable si c'était des clients qui venaient en direct. Par contre, il faut que je soustrais mon budget d'acquisition, qui est de 2000 € là sur Facebook et de 7000 € sur AdWords. Et on se rend compte qu'en fait, j'ai un canal qui est rentable en temps zéro. Donc, là, Facebook me fait gagner 832 € de marge. Donc, sur 12 000 € de chiffre d'affaires, je gagne réellement 832 €. Et sur AdWords, en fait, je m'aperçois que comme le panier moyen et le coût d'acquisition est trop important, je ne suis pas rentable en temps zéro. Ça voudrait dire que là, aujourd'hui, si je fais ça, je vais de suite voir la personne qui s'occupe de mes annonces et je lui dis coupe direct parce qu'en fait, on dépense de l'argent pour faire du chiffre d'affaires, mais on n'est absolument pas rentable. Donc, ça peut être un point quand même c'est un point qui est important à mesurer parce que sur du temps zéro, c'est pas super intéressant. Pour pouvoir augmenter et améliorer en fait ces différents chiffres, on va travailler sur une deuxième partie de volet de données qui est d'essayer d'augmenter au maximum sa transformation. L'idée, c'est d'avoir le meilleur taux de transformation sur un objectif. C'est-à-dire qu'un taux de transformation ou de conversion, c'est un nombre de visiteurs qui arrivent sur mon site Internet et un ratio, un pourcentage de personnes qui vont réussir à faire l'objectif que je souhaite qu'ils réalisent, comme acheter un produit ou remplir un formulaire de contact. Donc, quand j'ai un taux de conversion de 2%, ça veut dire que dès que j'ai 100 visiteurs, j'ai deux personnes qui vont acheter. Donc, l'effort, en fait, si je reprends mon panier moyen global, il était de 39 €. Donc, là, pour générer 78 € de chiffre d'affaires, donc deux paniers moyens, il me faut 100 visiteurs. Donc, ça me donne un peu une idée de qu'est-ce qu'il me faut comme volume de trafic et quel est l'effort que je dois fournir pour faire ce chiffre d'affaires-là. Et plus j'arrive à augmenter mon taux de conversion, forcément, plus je ferai du chiffre d'affaires avec ces 100 mêmes visiteurs. Donc, pour ça, en fait, dans Analytics et dans d'autres outils de monitoring, vous avez plein de choses qui sont faisables en faisant, par exemple, des optimisations sur l'interface, donc ce qu'on appelle l'UX, ou tout simplement mesurer la performance. Est-ce que mes pages sont rapides à charger? Est-ce que tout est vraiment fluide pour faciliter mon utilisateur? Faciliter la réalisation de l'objectif à mon utilisateur. Vous voyez ici, là, sur la colonne de gauche, on a 4,18% de taux de conversion sur la partie mobile et il est de 5,88 sur l'ordinateur. Donc, j'ai 1,5% de personnes qui arrivent mieux à le faire sur ordinateur qu'au mobile. Donc, ce serait intéressant d'analyser le parcours mobile, qu'est-ce qui est problématique, pourquoi ça ne fonctionne pas bien, que je puisse augmenter ce taux de conversion. Donc là, dans ce cas-là, c'est peut-être que le formulaire sur le parcours d'achat, il est un peu compliqué, il y a beaucoup de champs à remplir, ce qui fait que des utilisateurs arrêtent tout simplement au milieu du tunnel. Et vous avez une vision aujourd'hui de ce qu'on appelle un tunnel de vente qu'on voit ici à droite, qui est un tunnel de vente assez classique et je peux le segmenter par type d'appareil. Donc, est-ce que c'est un mobile, est-ce que c'est une tablette, est-ce que c'est un ordinateur et affiner comme ça ma performance. L'idée, c'est que vous puissiez structurer avec des données cette acquisition et la piloter pour améliorer au maximum votre taux de conversion. Parce que ça vous rentrez dans un cycle un peu plus performant, de meilleur est mon taux de transformation, plus je gagne de chiffre d'affaires avec le même volume d'utilisateurs. Donc ça, c'est le deuxième sujet qui va vous permettre de savoir un peu qu'est-ce que je peux améliorer et comment je peux être plus performant. Le troisième sujet dont je voulais vous parler est de travailler sur une vision un peu plus long terme de sa base client. Ce qu'on a vu là, c'était une première phase avec un niveau d'analyse dans Analytics. Mais on peut aller un petit peu plus loin avec des solutions de data visualisation comme Power BI, Data Studio, où il en existe beaucoup sur le marché, qui vont vous permettre d'analyser plus profondément vos clients et pas juste de regarder votre parcours utilisateur. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment cette vision long terme. Parce que je suis resté toujours sur la même vision de ma boutique et j'ai mes deux canaux d'acquisition qui sont Facebook et AdWords. Et en fait, ce que je vais m'apercevoir quand j'exporte ma base client sur les 6 mois, c'est que les gens qui sont arrivés de Facebook, en fait, ont un ratio de commandes de 1,2 commandes sur les 6 mois. Et AdWords qui va plutôt être de 3,4. Donc, 3,4, c'est le nombre de commandes que ce même utilisateur va faire sur les 6 mois. Et mes utilisateurs qui proviennent de AdWords, en fait,
sont plus rentables sur du long terme que ceux qui arrivent de Facebook, parce que je pourrais expliquer ça tout simplement parce que sur Facebook, j'ai une publicité dans le fil d'actualité et il y a un achat qui est un peu plus opportuniste, je clique, c'est marrant, j'achète. Et puis AdWords, ils font une recherche dans Google, donc ils sont vraiment intéressés par mon produit, les clients sont un peu plus captifs et sur du long terme, ils sont plus rentables. Et l'idée, c'est d'avoir un peu une vision de quelle est la valeur totale de mon client sur du court terme et là sur du long terme. Et on s'aperçoit que mon utilisateur sur AdWords, il est plutôt sur une valeur de 140 € ici et sur Facebook, plutôt de 48 €. Donc, même si je paye plus cher au début et qu'il n'est pas rentable en temps zéro, ce n'est pas forcément très grave, mais tout ça, il faut le faire en analysant votre base de données sur du long terme. Donc, je vous ai présenté ici un tableau qui est en fait l'ensemble des ventes que je vais avoir sur le canal AdWords. Donc, vous avez sur la première colonne un coût, donc le coût que j'ai imaginé qui était de 12,35 € dont je vous ai parlé au tout début, et mon gain qui est de 9,46 € qui est les 30% des 41 € de panier moyen. Donc, sur le papier, je ne suis pas rentable là sur mon coût parce qu'il me coûte plus cher que ce qui me fait gagner en termes de marge. Donc, ce n'est pas très intéressant. Et vous voyez, à partir en fait, de ce trait orange, on a mon coût d'acquisition qui n'est plus existant parce que le client est déjà acquis. Et donc, je vais plutôt en fait, travailler sur ma fidélité client et le fait de le faire on va dire, travailler sur du long terme. Et là où c'est encadré en rouge, c'est le moment où en fait, je passe du seuil que le coût est moins important que le gain total. Et c'est ce qu'on retrouve ici sur notre courbe. Je passe en fait et j'atteins le point de rentabilité et mon utilisateur devient un peu plus intéressant sur du long terme. Donc, c'est pour ça qu'il faut, sur une vision un peu globale, mesurer quand même son coût d'acquisition, quelle est la rentabilité en temps zéro, mais aussi être capable d'aller un peu plus profondément dans sa base de données pour analyser vos clients par canaux d'acquisition pour toujours mieux la piloter et savoir quelle est la valeur finale de votre client et pas juste couper en disant c'est pas rentable, j'arrête, il faut aller un petit peu plus loin. Donc, pour mettre ça en place, en fait, il y a vraiment deux niveaux qui est la première partie qui est ce qu'on appelle un plan de tagage, c'est-à-dire mettre sur votre projet web, définir clairement les objectifs. Est-ce que c'est un formulaire de contact? Est-ce que c'est un achat? Et structurer des événements qu'on puisse en fait mesurer l'activité web. Ça, c'est 3-4 jours de boulot, donc un budget environ de 2 000 € pour avoir une première vision dans un Google Analytics ou d'autres outils d'analyse web. Le deuxième niveau est plutôt de créer ce qu'on a vu sur l'étape 3, un tableau de bord centralisé qui va récolter depuis différentes sources de données la liste de vos commandes et vous donner une vision un peu plus macro et un peu plus globale de votre activité. Donc là, on est sur on parlait tout à l'heure des solutions de data visualisation comme Power BI, sur lequel on a souvent un setup de 3-4 jours pour centraliser et faire un premier niveau de visualisation. Et il y a, selon la solution que vous prenez, un coût de licence de solution qui dépend clairement de la solution que vous avez. Donc ça permet juste de faire un premier état des lieux de qu'est-ce que je suis en train de faire et comment fonctionnent mes clients. Donc voilà un peu sur une première idée qu'est-ce qu'il faut mettre en place et qu'est-ce qui peut être mis en place pour mieux monitorer son activité web sur l'acquisition de clients et la vision un peu long terme. Merci Samuel, c'était très clair. S'il y en a qui ont des questions dès maintenant, vous pouvez les poster. Sinon, on attendra à la fin pour avoir également le complément de Jérôme. Je te propose de redonner la main à Jérôme qui a sa propre partie. Oui, bonjour à tous. Ouais. Bonjour Jérôme. Salut, j'arrête de partager mon écran et je vous laisse la main. Et sans transition, la même slide sur le mien, formidable. Bonjour à tous, désolé pour être arrivé en retard. Donc, je vais approfondir le message de Samuel. Samuel vous a présenté ce que l'on peut faire en termes de pilotage de l'acquisition avec voilà, déjà deux niveaux entre un dashboard pour bien piloter la vision par canal, la notion d'efficacité, retour sur investissement d'un canal, de raisonnement marge, et puis la mise en place, donc l'outillage du site avec un tag management, les analytics et le dashboard. De mon côté, je vais vous montrer comment approfondir ces notions pour aller vers un niveau plus avancé, qui est donc réservé aux entreprises qui ont déjà mis en place ce que Samuel vous a présenté,
L'idée étant qu'à partir du moment où on a instrumenté son site web, on peut réaliser un grand nombre d'analyses avec pour objectif d'améliorer la performance. Donc, on peut affiner le pilotage pour gagner en performance. Et naturellement, c'est réservé aux entreprises qui ont déjà mis en place les premiers éléments et qui ont déjà un chiffre d'affaires qui justifie en fait de lancer des actions d'optimisation, enfin un chiffre d'affaires ou des investissements marketing. Alors, les questions que l'on va aborder, comment développer ma marge, comment fidéliser mes clients, comment mieux cibler. Globalement, on peut résumer ça à comment mieux exploiter les données que je peux capter sur mes clients, sur leurs usages, sur leur provenance, sur les canaux avec lesquels j'ai interagi avec eux, afin de devenir plus efficace, c'est-à-dire mieux transformer, mieux cibler, proposer de bons produits, faire plus de marge, fidéliser à plus long terme. On va aborder 6 exemples qui sont des exemples révélateurs. Hein. C'est plus pour vous inspirer qu'autre chose. Il faut que vous compreniez ce que l'on peut en faire à travers des exemples pragmatiques. Donc, le premier sujet, c'est pour compléter ce que Samuel vous a présenté, passer d'un raisonnement de chiffre d'affaires par canal ou même de marge de retour sur investissement par canal à une vision par client. Vous verrez l'intérêt de rentrer dans un niveau de détail plus fin. Le deuxième sujet, c'est de raisonner sur la vie du client. Samuel a commencé à aborder ce sujet, mais on vous en dira un petit peu plus. Le troisième point, c'est de profiler ses clients. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous collectez des informations, vous serez en mesure de déterminer a priori qui sont vos bons, vos mauvais clients, et on verra comment le faire. Enfin, bon ou mauvais, client à plus ou moins forte valeur ajoutée. On verra comment proposer des choses qui plaisent à vos clients en termes de recommandations produits pour avoir des messages plus personnalisés et donc plus efficaces. Recontacter efficacement. Et puis un sixième exemple qui n'est pas forcément très connu, très utilisé, mais qui est une opportunité avec la généralisation des open data. Vous pouvez enrichir votre connaissance client avec des données qui sont disponibles gratuitement, publiquement, parfois complexes à traiter, mais je vous donnerai un exemple très pertinent, je l'espère, d'utilisation. Alors, le premier sujet, c'est de vous inciter à raisonner marge par client. Là, vous avez une vision, c'est du réel, hein, chez un e-commerçant qui intervient dans un business où l'acquisition était clé. C'était un marché qui se développait. Et du coup, tous les acteurs faisaient, depuis quelques années, beaucoup de promotions d'acquisition. Et on s'est posé la question de la marge sur la vie du client. Et du coup, on a regardé pour chaque client, en faisant son cumul d'achats sur 3 ans, en l'occurrence, quelle a été la marge générée. Et alors bien sûr, c'est intéressant de raisonner par canal, mais moi, je vous incite même à raisonner client par client. Ça peut avoir un intérêt crucial. Dans ce business-là, ils se sont aperçus que 36% de leurs clients faisaient une marge négative. En pratique, ça signifie que les promotions d'acquisition faisaient qu'ils vendaient à perte. Et en fait, ils avaient des clients qui soit se faisaient acquérir plusieurs fois, parce que leurs promos d'acquisition ciblaient un certain public dont une partie était déjà cliente. Et ça, c'est de plus en plus fréquent avec l'arrivée à maturité du business. Pour un business qui se lance, ce n'est pas trop le sujet, mais si vous avez déjà beaucoup de clients en base, vous risquez d'acquérir des clients que vous connaissez déjà. Et du coup, dépenser un investissement auprès des canaux et éventuellement faire une promotion qui vous réduisent d'autant la marge pour quelqu'un que vous connaissez déjà. Et si on regarde sur l'intégralité de leurs clients, vous avez 28% de leurs clients qui suffisaient à faire 100% de la marge. C'est-à-dire que, globalement, pour 72% des clients, leur activité ne générait pas de valeur. Ça les a incités à modifier leur politique en termes d'acquisition, en termes de promotion et à miser beaucoup plus sur la fidélisation. Ça devrait parler à tous les e-commerçants qui ont déjà une base installée.
et qui ont des budgets d'acquisition relativement conséquents. Et pour répondre à ça, on ne peut pas raisonner canal par canal, on est obligé de raisonner client par client et de ranker tous les clients en fonction de la marge générée par le passé. Je vais prendre un deuxième exemple, qui est également chez un e-commerçant qui investissait pas mal dans différents canaux d'acquisition. Acquisition, fidélisation, search engine optimization. Et en fait, ils se sont aperçus que plus ils payaient cher pour acquérir un client, moins le client était fidèle. Et du coup, moins il générait de valeur sur le long terme. Là, vous avez, en fonction de la valeur générée par client sur 3 ans, la répartition en fonction des canaux de provenance. Vous avez les canaux payants en bleu et les canaux en vert qui sont les canaux gratuits. Et vous vous apercevez en fait que les canaux gratuits ramènent des clients à plus forte valeur ajoutée. Ce qui est un peu contre-intuitif parce que en gros, plus on paye cher et moins les clients rapportent de l'argent. Je vous incite à réaliser ce type d'analyse parce que ça peut mettre en perspective les leviers d'acquisition que vous utilisez. Alors naturellement, les leviers gratuits sont beaucoup plus durs à activer. Le SEO, le branding, la renommée. Néanmoins, c'est quand même les plus rémunérateurs. Et l'autre élément que je voulais mettre en évidence, c'est que quand vous raisonnez en termes de marge par canal, quand vous avez une vision globale, vous avez potentiellement un challenge qui est toutes vos campagnes multicanales. Si vous investissez dans différents canaux, alors oui, vous aurez des écarts en termes de taux de conversion, en termes de performance, mais il y a un élément qui n'est pas visible, qui est difficile en tout cas à traquer dans les tableaux de suivi, c'est la substitution entre canaux. C'est-à-dire, parmi mes leads qui arrivent de Google, par exemple, quel pourcentage de ces leads je connaissais déjà par un autre canal? Et en fait, ça peut vous permettre, au-delà de la rentabilité de ce canal, de vous dire, OK, ce canal, il a permis de transformer. Par contre, ces gens-là, je les connaissais déjà. Et du coup, si je coupe ce canal, en fait, je ne perds que tant de pourcents de mes leads. Voilà. Donc, tout ça pour remettre un peu en perspective la vision pure canal. Vous avez souvent besoin de redescendre au niveau client pour raisonner client par client sur la marge générée, sur est-ce que je l'ai acquis en provenance est-ce que je le connaissais en provenance de différents canaux payants. Également, parmi les contacts fournis par des canaux payants, quelle proportion correspond à des clients que je connais déjà et donc pour lesquels j'ai payé de l'acquisition alors que j'aurais pu les fidéliser à moindre coût. Je vais ensuite parler du profilage client. Une fois que vous avez une base de clients installée, vous êtes en mesure d'en savoir beaucoup sur vos clients. Vous avez des informations de profil et des informations d'usage. Vous avez des infos de profil, notamment si vous livrez des choses, vous avez l'adresse du client. Votre client vous a probablement déclaré des éléments potentiellement sur son genre, sur son sexe, enfin sur son genre, âge, autre élément, localisation. Vous savez également ce qu'il vous a acheté. Vous savez probablement ou vous pouvez savoir ce qu'il a regardé sur votre site. Et à partir de là, on peut profiler le client. Alors là, j'ai mis un exemple de profilage qui est probablement le plus simple à mettre en œuvre, qui correspond à prédire la probabilité de chiffre d'affaires que votre client va générer l'année prochaine, avec une approche qui est intuitivement assez simple à expliquer et facile à mettre en œuvre. L'idée est tout simplement de regarder les commandes passées de ce client. C'est la segmentation dite RFM, pour récence, fréquence, montant, et de catégoriser vos clients selon ces 3 axes. La récence correspond à dire, plaçons mes clients en fonction de ceux qui ont acheté le plus récemment ou dont le dernier achat est le plus ancien. L'idée étant que les clients qui ont acheté il y a une semaine ont plus de chances de réacheter que ceux qui ont acheté il y a 3 ans. Deuxième axe, la fréquence. Quelqu'un qui achète tous les mois a de fortes chances d'acheter le mois prochain, alors que quelqu'un qui a acheté 2 fois en 3 ans a moins de chances d'acheter le mois prochain. C'est intuitif et c'est très facile à faire avec un historique de commande de 3 ans. Et puis le dernier élément, c'est le montant.
Quelqu'un qui vous achète en moyenne pour 100 € ou quelqu'un qui vous achète en moyenne pour 10 000 € n'aura pas la même probabilité de continuer sa relation avec vous. Et tout simplement, avec ces 3 axes, vous êtes en mesure de positionner vos clients les uns par rapport aux autres, d'attribuer des notes, alors dans une approche qui est assez intuitive, enfin qui est plus qualitative que machine learning. C'est vraiment des choses relativement simples. On est en mesure d'attribuer une note sur chacun de ces axes, de 1 à 5 par exemple, et de prédire, en observant dans le passé, quel est le chiffre d'affaires qui est fait par ces clients en fonction du score qu'on leur donne. Et en l'occurrence, ça c'est un vrai client, où on identifie que les clients qui avaient été scorés à 0 avaient le chiffre d'affaires de l'année suivante était de 9 €. Et les clients qui étaient scorés à 9 avaient généré 1 273 €, sachant que, en gros, ils avaient 200 000 clients inactifs, voilà, et qu'ils avaient 2000 clients qui généraient, en gros, 130 fois le chiffre d'affaires de leur première catégorie de clients. Et ça, c'est observé en conditions réelles, c'est-à-dire qu'on était revenu un an en arrière pour calculer le score RFM. Tout ça pour vous mettre en évidence qu'avec quelques données relativement simples au niveau du client, on est en mesure de faire des prédictions qui sont assez précises et qui vous permettent de différencier vos clients entre vos clients à forte valeur ajoutée et vos clients à faible valeur ajoutée. Et ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de différencier la façon dont vous traitez ces clients. Vous allez pouvoir déterminer des communications, des messages, des récompenses éventuellement, très distinctes en fonction des différents clients. Exemple, un client qui a une très faible probabilité de faire du chiffre d'affaires l'année prochaine, peut-être que vous serez enclin à lui faire des promotions. C'est rien de perdu parce que quelque part, il a très peu de chances d'acheter l'année prochaine. Donc, au mieux, il prend la promotion. Bien sûr, il ne faut pas détruire totalement votre marge, mais ça ne sera que du business en plus. Alors que quelqu'un qui a une forte probabilité de faire un chiffre d'affaires élevé naturellement, surtout pas de promotion parce que ça serait une destruction de marge en bas du bilan de votre société. Alors, deuxième exemple de profilage quant aux préférences du client. Regardez ce qu'il a consommé en termes de produits par le passé. Et ça peut vous permettre assez simplement d'identifier les transitions possibles entre produits. C'est-à-dire quelqu'un qui a acheté un produit A aura tendance, le deuxième produit le plus probable qu'il achètera, c'est probablement le produit B. Et ça permet très simplement d'apprendre du comportement naturel de vos clients pour faire découvrir la gamme de produits et inciter les clients à acheter quelque chose de différent. La plupart de vos clients ont tendance à racheter le même produit. Ils connaissent un produit chez vous, ils le rachètent. Ou la même classe, la même famille de produits. Ça, c'est un moyen d'apprendre du passé et de se dire, OK, les gens qui ont acheté ça, en moyenne, ils réachètent le même produit, mais si je veux leur proposer quelque chose qu'ils n'ont pas tendance à acheter, voilà le produit le plus probable. Et ça, c'est assez facile à mettre en œuvre. Il suffit de regarder les enchaînements de commandes. Et c'est assez facile à exploiter dans une newsletter personnalisée ou dans une bannière sur votre site. Lorsque la personne se connecte, vous lui proposez quelque chose qui correspond au produit qui a le plus de probabilité de lui plaire. Potentiellement, et en fonction de la marge que ça peut générer, vous pouvez proposer le produit qui a le plus de probabilité d'être acheté et de générer une forte marge chez vous. Je vais vous donner un exemple. Ça marche y compris sur des sites avec des catalogues produits extrêmement importants et des choix qui sont très, très subjectifs. Je vais parler de la mode. Là, vous avez un vendeur de chaussures. En apprenant de vos usages, de vos habitudes, de ce que vous avez acheté par le passé, ce vendeur de chaussures a pu augmenter de 68% la probabilité de clic sur la zone de recommandation. Historiquement, il proposait les meilleures ventes. En proposant des recommandations personnalisées, plus 68% de clics. Et ça, c'est particulièrement pertinent pour tous les gens qui ont un grand catalogue et des produits avec des sujets un petit peu connexes. Ouais, et puis le push-panier, ça c'est plus marginal en termes de business, mais par contre, les enchaînements en fin de validation de commande, quand vous achetez des chaussures de ville noires, et ben, on vous propose un cirage noir. Alors, ça paraît un no-brainer, mais l'intérêt, c'est que quand vous avez beaucoup de produits, vous pouvez détecter automatiquement ces règles et du coup, ça vous évite d'avoir quelqu'un qui passe son temps à configurer ces règles intuitives. Ça s'automatise. Donc, c'est plus
une optimisation de temps administratif avec une efficacité accrue, x2. Voilà. Mais ce n'est pas des choses incroyablement... ce qui en ressort n'est pas incroyable. Alors, autre élément de profilage qui peut être intéressant, si vous avez des prospects qui arrivent sur votre site, qui font un devis, qui demandent un tarif, qui regardent des pages produits et qui n'achètent pas, en fonction du comportement qu'ils ont eu sur le site, en fonction de leur navigation, du temps passé, de la fréquence de venue sur le site, de ce que vous connaissez d'eux par le passé, ce qu'ils ont déjà fait des achats, des commandes, vous êtes en mesure de déterminer ceux qui ont plus ou moins de probabilité d'acheter. Là, dans l'exemple, c'est un e-commerçant. Alors, c'est un business assez particulier, mais celui-là était en mesure d'identifier, parmi l'intégralité de son trafic quotidien, à la fin de la journée, il pouvait distinguer, prédire deux groupes de visiteurs. Un premier groupe de visiteurs qui représentait 53% de ses visiteurs et qui avait 3% de chances de transformer. Et un deuxième groupe qui représentait 47% du trafic et qui avait entre 56 et 80% de chances de transformer en fonction des différentes catégories. Alors attention, c'est des taux de transformation très élevés, mais ils avaient un business très particulier. Pour autant, l'enseignement à en conserver, c'est que vous êtes en mesure de distinguer parmi vos visiteurs ceux qui sont là, ceux qui ont un réel intérêt, et ceux qui sont là par hasard ou par erreur, ou pour scraper des données, ou peu importe, des concurrents, des testeurs, tout ce que vous voulez. Et ça peut guider votre investissement en retargeting pour ne dépenser de l'argent en retargeting que sur les clients qui ont une probabilité élevée de transformer et qui n'ont pas déjà transformé, donc à l'issue d'un certain temps. Voilà, et ça peut vous permettre, en gros, de diviser par deux le montant de la facture de retargeting, Criteo par exemple, tout en ayant une efficacité, tout en ayant le même taux de transformation. Et enfin, le dernier cas que je voulais évoquer, c'est un cas de ciblage, d'acquisition, avec l'idée qu'il existe de nombreuses données qui peuvent vous permettre d'enrichir les ciblages. Alors là, je prends le cas d'un acteur dont le métier est de vendre des projets de rénovation énergétique financés ou partiellement financés par des subventions, subventions ADEME, région, bref, je ne sais plus, les primes énergie et compagnie. Et en fait, eux, leur métier, ce n'est pas de faire les projets, c'est de les monter, de convaincre les gens de lancer le projet de rénovation, isolation, toit, comble, mise en place d'une chaudière, isolation des façades, et de proposer ces projets aux gens qui sont éligibles et donc qui peuvent réaliser ces économies à moindre coût, en tirant profit des subventions et en ne ciblant que des gens qui sont potentiellement intéressés. Et en fait, ils utilisent des bases de données open data disponibles gratuitement, mises à disposition par le gouvernement, pour déterminer, en fonction des classes de revenus, parce que les subventions ne s'adressent pas à tout le monde, en fonction du caractère propriétaire, locataire dans chaque zone, en fonction du raccordement au gaz, parce que tout le monde n'est pas éligible à la mise en place, au remplacement de sa chaudière fuel par une chaudière au gaz à condensation, en fonction de données de thermographie aérienne qui sont également mises à disposition par certaines collectivités. On peut exploiter toutes ces données pour cibler des campagnes d'acquisition à certains endroits précis, où on a particulièrement des zones éligibles, beaucoup de maisons, des propriétaires, du raccordement au gaz depuis peu de temps et beaucoup de déperdition de chaleur. Là, vous voyez bien que le message portera beaucoup plus que si vous ciblez au hasard. Et l'idée, c'est qu'avec l'intégration gratuite, l'intégration de ces données, qui sont gratuites, disponibles, parfois un peu complexes à traiter, parce qu'elles sont volumineuses, parce que comme elles ne sont pas vendues, il n'y a pas d'effort qui est mis pour les faire connaître et pas d'effort qui est mis pour faciliter l'utilisation, eh bien, vous êtes en mesure de cibler beaucoup plus efficacement sur des bases géographiques notamment, pour faire connaître votre offre là où elle est particulièrement pertinente et là où il y a du public intéressé. Et donc, ça vous permet naturellement d'augmenter l'efficacité du ciblage. Donc voilà les quelques exemples que je voulais vous partager.
En résumé, hein, raisonner marge par client, raisonner vie du client, profiler ses clients, recommander le bon produit en fonction de l'usage du client, recommander efficacement en ciblant recontacter efficacement en ciblant précisément les visiteurs ou les clients pertinents, enrichir le ciblage. Et tout ça, ça va nécessiter d'exploiter des données à un niveau fin. Donc, vous aurez besoin d'outils additionnels pour raisonner à ce niveau client et non pas seulement avec une vision par canal. Mais par contre, ça vous permettra d'être beaucoup plus précis dans vos campagnes d'acquisition, dans vos recommandations produits, dans vos ajustements de pricing, dans vos modifications également de site web, pour voir qu'est-ce que vous avez intérêt à pousser en termes d'informations, de produits. Voilà, ça vous permettra d'aller un cran au-delà de ce que Samuel vous a présenté en deuxième étape, hein, après avoir mis en place déjà tout ce que Samuel a évoqué. Alors, comment on met ça en place? Quel planning, quel budget? Il y a un premier élément, si vous n'avez pas une vision de là où vous voulez aller, vous avez intérêt à faire un diagnostic data. Le diagnostic data, c'est une offre qui permet de passer en revue vos différents cas d'usage, d'identifier les opportunités de création de valeur et l'investissement qu'il est judicieux d'y mettre, de faire le bon arbitrage entre le coût et la valeur que vous pouvez en récupérer. Et ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est sponsorisé par la BPI. Et nous, Datasulting, on réalise ce type de mission. Et il faut compter entre 5 000 et 10 000 euros qui sont pris en charge à moitié par la BPI. La deuxième partie, c'est la mise en place. Alors, avant de mettre en place des outils industrialisés, nous, on vous incite à réaliser des études, c'est-à-dire déterminer est-ce que vous avez une partie de vos clients qui vous fait perdre de l'argent? Est-ce que vous avez des comportements qui sont prévisibles? Est-ce que vous avez des comportements réguliers? Qui sont vos clients à forte valeur ajoutée? Est-ce qu'on peut prédire la valeur dans les 3 ans, la probabilité d'achat? Ça, c'est du domaine de l'étude. Et avant d'industrialiser des choses, dans une approche agile, nous, on vous recommande de réaliser ce type d'études pour apporter des réponses, savoir si oui ou non, on peut exploiter des données pour prédire et comprendre le comportement de vos individus. Et rien que cette étude, ça vous permet d'ajuster votre stratégie, de présenter vos produits différemment, de personnaliser l'acquisition et la fidélisation. Donc là, vous avez un bénéfice immédiat. C'est une étude one-shot et vous n'avez pas de coûts récurrents ou d'investissement en termes d'infrastructure, de compétences à mettre en œuvre. Voilà, il faut compter 20 000, 30 000 euros. Alors, c'est flexible en fonction du nombre de sources et de la complexité de vos données, et puis la complexité des questions que vous vous posez. Et puis après, on a l'étape d'industrialisation. Si vous avez déjà une vision des données qui ont de la valeur pour vous, vous pouvez industrialiser la partie qui vous permettra de prédire le comportement de vos clients. Et ça passe nécessairement par la mise en place d'une base de données, entrepôt de données analytique permettant de faire de la connaissance client, permettant de faire le pilotage multicanal, de piloter la durée de vie des clients, de segmenter, de classifier, de prédire le comportement des clients, l'appétence produit, la probabilité de résiliation. Ces sujets nécessitent une architecture décisionnelle avec plus ou moins d'outils prédictifs. Et en fonction de ce qu'il est possible de faire chez vous, de votre ambition, des cas d'usage de génération de valeur, on peut ajuster le niveau d'industrialisation en fonction de ce dont vous avez besoin. Et là, le coût, alors j'ai mis un coût indicatif, hein, il y a forcément un coût initial pour mettre en place un système supervisé, interconnecté avec vos sources, avec une plateforme décisionnelle, un peu de formation. Donc c'est pour ça que ça commence à de l'ordre de 30 000 euros. On peut difficilement mettre en place un système industrialisé pour moins que ça. Et puis après, la complexité varie en fonction des sources et des cas d'usage que vous souhaitez intégrer. S'il y a beaucoup de sources, s'il y a plus de data science, de prédictif, ça sera plus complexe, alors que si vous avez essentiellement de la connaissance client et des choses relativement basiques, j'avais évoqué la segmentation RFM par exemple, ça coûte quasiment zéro à mettre en œuvre si vous avez la base de données qui permet de collecter les données. Donc voilà un petit peu le planning, les étapes de mise en œuvre. À vous de vous positionner sur ce qui est utile pour votre entreprise. Si vous ne savez pas trop, c'est plutôt le Diag Data et la bonne nouvelle, c'est que vous avez des aides. Si vous souhaitez avancer en première étape, c'est l'étude de connaissances clients. Et puis, si vous savez déjà ce que vous voulez piloter, individualiser, personnaliser, à ce moment-là, c'est plutôt le système 2
enfin l'étape 2 avec l'industrialisation d'un système décisionnel et marketing. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais rendre la main à Gaël. Non, mais garde la main, c'est très bien. Garde la main et comme ça, je te laisserai dérouler les dernières slides plutôt que de repasser sur mon écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, vous avez le chat qui est ouvert. Vous pouvez aussi vous positionner. Alors, je ne sais pas si je peux vous inviter à parler, mais dans tous les cas, vous avez possibilité de lever la main pour solliciter la parole. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Alors, même si vous avez des remarques qui ne sont pas forcément des questions ou des choses que vous auriez aimé creuser que vous n'avez pas vues durant cette présentation. Il y a Elian. Oui, Elian. Ah, pardon, je n'ai pas vu. Clac. L'organisation de Zoom, je dois encore m'y faire. Hop, Elian. Donc, tu peux écrire ta question, Elian. Yes. Ah bah, Non, Elian. c'est bon. Alors, Elian, je t'ai normalement donné la main. Tu devrais pouvoir débloquer ton micro. Allô, allô? Oui, on t'entend. Oui, bonjour. Moi, j'aurais aimé en savoir plus sur le Diag Data. En gros, ça consiste en quoi l'étude plus précisément? Okay. Alors, en gros, ça se passe en 4 étapes. Hein. Alors, c'est assez classique. Hein. C'est c'est des méthodologies qu'on peut trouver classiquement. Ça commence par un état des lieux pour comprendre où en est l'entreprise au regard de la data. Une analyse des cas d'usage, c'est-à-dire comment créer de la valeur, quelles sont les opportunités. On parle notamment d'innovation, innovation rendue possible par les nouvelles technologies ou des innovations métiers. Et après, on regarde les enjeux en termes de système d'information, ce qui permet après de prioriser avec un aspect valeur que le cas d'usage peut générer. Proposer de la personnalisation, ça permettra de vendre plus, ça permettra de fidéliser, ce genre de choses. On sait mettre de la valeur en regard et on sait mettre un coût au regard des investissements nécessaires en termes de solutions. Et ça permet du coup de prioriser, de déterminer les fonctionnalités, les architectures dont on a besoin et d'inscrire ça dans une trajectoire avec, la plupart du temps, plusieurs étapes progressives de déploiement de certaines briques fonctionnelles et applicatives. La montée en compétences également, parce que si on veut faire du prédictif, de la data science, de la connaissance client, ça nécessite des nouveaux profils potentiellement en fonction de ce dont l'entreprise dispose déjà. Donc voilà, il y a cette trajectoire de mise à disposition des systèmes, d'évolution des processus et d'évolution des compétences qui permet de se projeter en gros à 3 ans sur ces sujets. Ok. C'est vraiment l'ensemble de la donnée, comment elle est structurée actuellement et quels sont les schémas d'évolution au sein d'une société en gros. Ce n'est pas que la structuration, enfin on n'est pas dans une vision base de données, hein, on est vraiment sur les fonctionnalités, les systèmes au service du métier, c'est-à-dire si on veut faire de la recommandation, si on veut faire de la rétention, si on veut personnaliser l'actualité dans la newsletter, voilà. De quoi a-t-on besoin pour réaliser tout ça? Si on veut réagir à un événement sur le web, si on veut proposer un coupon de réduction en magasin en fonction de ce que la personne a fait sur Internet la veille, de quoi a-t-on besoin? Ok, parfait. En gros, Elian, juste pour répondre à ta question, nous, l'objectif, c'est de poser une stratégie data-driven. Enfin, c'est le chef d'entreprise ou la direction de l'entreprise puisse se projeter avec un plan de route. Et du coup, en se posant les bonnes questions au bon moment. Et donc, nous, on revient sur les usages que l'entreprise souhaite adresser et qui sont des usages qui peuvent être ceux de maintenant, mais aussi sur des projections en fonction de l'évolution du marché. Et bien souvent, aujourd'hui, il y en a qui sont impactés par l'évolution de leur propre activité, de leur secteur d'activité. On a accompagné un expert comptable, enfin, des cabinets d'expertise comptable. Voilà, eux, ils ont un métier qui aujourd'hui évolue beaucoup du fait de l'usage des données et de l'évolution de leur propre marché sur ces sujets-là. Ok. La BPI finance à moitié parce que ça participe au développement et à la transformation digitale des entreprises françaises. Et c'est pour ça qu'ils incitent les entreprises en cofinançant à moitié, en fait, ce type d'études pour aider les entreprises à franchir le pas. Alors attention, le cofinancement, c'est réservé aux entreprises de moins de 250 personnes. Moins de 2000 collaborateurs. Donc, c'est plutôt profil PME, ETI. Et avec un scope qui reste, voilà, on s'occupe, là on se préoccupe plutôt, c'est les personnes du CODIR qui sont adressées, on ne va pas voir tous les collaborateurs de l'entreprise. Ok.
Merci. Merci à toi. Je vois qu'éventuellement Françoise voulait parler tout à l'heure, mais c'était peut-être juste pour faire coucou, mais je vais quand même te donner la parole. Françoise, si tu veux t'exprimer, c'est le moment. Et Ou ton jamais. micro est encore coupé. Oui. En bas à gauche, tu peux l'activer normalement. Non, mais Françoise a déjà dû aller déjeuner. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je propose qu'on. Là, il nous reste 5 minutes. Jérôme, il restait juste 2 slides pour annoncer la prochaine date, puisqu'on fait ça une fois par mois. Prochaine date, donc c'est le 9 décembre à 11h30, 12h30. On fait ça en collaboration avec Leader Occitanie. Alors, pour ceux qui sont en Occitanie, c'est une association d'entreprises qui réunit plutôt des PME. Et là, on va parler, on va rentrer dans le sujet du Diag Data, entre guillemets, hein, qui est de revenir sur cette approche stratégique de pourquoi et comment devenir data-driven quand on est une PME. Et on reviendra sur les résultats de l'enquête qu'on a menée auprès de 170 entreprises en Occitanie pour évaluer leur propre maturité. Et donc, on a défini un certain nombre de piliers et d'items qu'il faut adresser pour se projeter sur une vision data-driven. Voilà. Donc, n'hésitez pas, on vous partagera dans tous les cas très prochainement l'invitation pour cet événement. Le Covid et le confinement impactent pas mal d'entreprises naturellement, impact en termes de chiffre d'affaires fortement. Néanmoins, si vous avez moins de chiffre d'affaires, vous avez probablement un petit peu plus de temps et c'est l'occasion de se projeter dans le futur et de se poser les questions de stratégie, de préparer l'instrumentation du site si nécessaire, tel que Samuel vous l'a présenté, d'optimiser le pilotage de l'acquisition pour être en mesure demain, lorsque l'activité reprend, d'être plus efficace, d'être plus agressif sur ces sujets, c'est-à-dire avec le même niveau d'investissement, de récupérer plus de clients. Voilà, c'est moins de ressources financières, plus de ressources temporelles disponibles. Voilà. Et Jérôme, je te propose de laisser juste sur la dernière. Alors, juste pour votre information, pour ceux qui nous connaissaient localement, nous avons changé d'adresse. Nous ne sommes plus à Pérols depuis maintenant 10 jours. Nous sommes à Castelnau, enfin virtuellement, puisqu'on n'est pas souvent dans les locaux. Voilà. Je vois une question qui vient d'être posée. Quel CRM recommanderiez-vous? Alors ça, c'est Stéphanie. Je ne suis pas sûr qu'on soit les mieux placés. Ça dépend vraiment du contexte. Mais Jérôme, Samuel, là-dessus? Alors, c'est effectivement compliqué de répondre. Ça dépend vraiment de l'activité de l'entreprise et vraiment le besoin de stocker. Est-ce qu'on est dans une partie CRM qui est plus autour de l'opportunité et d'une action commerciale? Est-ce qu'on est plutôt sur un outil autour de la gestion de mes factures et de mes devis qui serait plus administrative? Là, il faut vraiment faire un état des lieux de quoi est-ce qu'on est en train de parler et quel est le besoin réel de l'entreprise, ou est-ce qu'on a besoin d'un ERP un peu global pour gérer la vision globale de l'entreprise. Donc là, il faut se poser un peu les bonnes questions et se demander qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je veux améliorer pour pouvoir chercher les solutions qui sont en général marché, qui correspondent aux besoins et aux manques de l'entreprise. Je ne dirais pas mieux. Gaël, on a beaucoup parlé de data shooting à la fin. On peut peut-être laisser la main, Samuel, si tu veux faire une petite conclusion de ton côté pour Choose It. Moi, je suis assez en phase avec ce côté étape de dire je commence à maturer mes données, c'est-à-dire j'en récolte au fur et à mesure, j'essaie de me faire ma propre opinion et une fois que j'arrive un petit peu au bout de ce que je comprends et que je vais aller un petit peu plus loin, rentrer dans une deuxième phase d'analyse un peu plus forte sur comment je peux aller piocher des données dans ma base client pour être encore plus efficace. Mais avant tout ça, il faut vraiment avancer étape par étape en se disant qu'est-ce que je peux récupérer et comment je peux commencer à piloter mes données un petit peu moi-même, un petit peu accompagné et de faire une évolution sur 12-18 mois pour être plus efficace parce qu'il y a quand même cette notion de concurrence sur le marché, notamment sur le web où on peut acheter vraiment un peu n'importe où. Donc, cette notion de marge et de performance est ultra, ultra importante sur ce secteur-là. Enfin, sur tous les secteurs, mais dans le digital particulièrement. Alors moi, du coup, j'ai une question, messieurs, pour vous deux, par rapport aux évolutions d'Amazon. En ce moment, il y a des gros débats sur Amazon vs le petit commerce, vs le commerce physique.
etc. Le e-commerce face au commerce physique, quel est votre avis, votre position sur le sujet? Est-ce que les commerces physiques ont les mêmes armes que les e-commerçants? Est-ce qu'aujourd'hui, enfin voilà, j'aimerais avoir votre position sur le sujet. Il y a peut-être deux questions, hein, là, c'est assez vaste, mais… Je Ah, peux vas-y, donner une vas-y. vision. Enfin, Samuel, tu veux y aller où? Vas-y. Ok. En fait, j'ai deux exemples qui sont tous les deux des acteurs qui se sont positionnés sur un segment spécifique, donc différenciant. Et en fait, en se positionnant sur un secteur très différenciant, ils ont pu avoir une offre très particulière qui n'existe pas sur Amazon. Je vous ai parlé de Sarenza. Hein. Voilà. Vous ne pouvez pas acheter vos chaussures sur Amazon et vous n'aurez pas un service, un conseil, une recommandation qui sera aussi pertinente sur Amazon que sur Sarenza. Amazon vend sûrement des chaussures. Hein. Mais par contre, je pense qu'ils n'arrivent pas à la cheville de Sarenza ou de Zalando hein, pour ce qui est de proposer le bon produit à leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ont un modèle spécifique, ils ont une gestion pour vous proposer également des choses qui sont en stock, qui sont livrables, qui correspondent à… Enfin, ils apprennent sur les goûts des gens des goûts de choses des gens. Ils ont des algorithmes très précis pour ça. Et ça, c'est différenciant. Un autre exemple que j'ai en tête, c'est un magasin qui s'appelle, une chaîne qui s'appelle l'Occitane, qui a réussi une excellente intégration entre ses ventes web, ses ventes en magasin, et avec une relation multicanale qui est très avancée, très personnalisée. Ils ont une offre, typiquement, la vendeuse en magasin, ou le vendeur, hein, mais c'est souvent une vendeuse, lorsqu'elle a du temps disponible, en profite pour appeler ses meilleures clientes et leur proposer soit des soins, soit des produits qui lui conviennent au regard de ce qu'on connaît de cette cliente. Hein. Naturellement, on n'a pas du tout tous les mêmes besoins, les mêmes envies en termes de produits cosmétiques, c'est très segmenté. Et elles font ça lorsqu'elles ont du temps disponible en magasin et à des moments où leurs clientes sont disponibles. Voilà, ça, c'est pas Amazon qui va faire ça demain. Donc oui, il y a de l'avenir pour la relation humaine, pour des choses, pour des vendeurs humains augmentés avec de la data. Parce que oui, quand on rappelle un client, c'est intéressant de savoir ce qu'on lui a déjà vendu, ce qui plaît aux gens qui ont les mêmes goûts que lui ou qu'elle. Et du coup, en se différenciant, on a toutes les armes pour jouer contre des acteurs tels que Amazon. Voilà. Merci Jérôme de redonner de l'espoir au commerce physique. J'ai Samuel, du coup. Donc, j'ai pas tellement plus. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est surtout là le combat et on dirait une marque et une partie branding où tout le monde connaît Amazon et le e-commerçant, il faut faire une recherche un peu plus précise. Donc, chacun aura ses avantages hein, où il y a tous les produits, donc vraiment en mode grande surface. Et l'autre, comme le disait Jérôme, des choses beaucoup plus personnalisées et plus précises en termes de support et d'accompagnement. Après, je pense qu'il y a beaucoup de philosophie et de souhait de l'utilisateur final en disant est-ce que je continue à nourrir la bête ou j'essaie justement de diversifier l'offre parce que effectivement, si dans 10 ans, il n'y a plus qu'un seul grand e-commerçant qui fait tout, c'est un peu compliqué en termes de concurrence et de challenge sur les différents prix ou services. Pour autant, il y a aussi des messages par rapport aux valeurs que chaque e-commerçant véhicule. Tout le monde connaît les valeurs d'Amazon et tous les clients ne s'y reconnaissent pas forcément. Et du coup, si vous voulez véhiculer des valeurs différentes, ça nécessite aussi un plan de communication, ça nécessite des messages et ça nécessite du Search Engine Optimization, ça nécessite du search, enfin, de l'investissement marketing sur certains sujets certains mots-clés. Et là aussi, vous avez du pilotage de votre acquisition, parce que tout ça, il faut vérifier si ça marche. Alors, je vois qu'on a peut-être retrouvé Françoise. Je vois qu'elle a retrouvé l'accès. Est-ce que Françoise, tu veux intervenir? Il y a Pierre-Emmanuel aussi. J'ai vu qu'il y avait Pierre-Emmanuel. Ouais. Bon, écoute, Françoise s'affiche, mais n'intervient pas. Pierre, si tu veux intervenir, Vous m'entendez? on t'entend bien. Ah, super. Merci beaucoup pour cette présentation qui est super claire, j'ai beaucoup aimé. J'avais une question, vous avez présenté des budgets assez précis. Je voulais savoir quels étaient les coûts récurrents qui étaient à prévoir par la suite, une fois la mise en place des outils.
Ah. Tu commences par le premier niveau, Samuel, peut-être? Alors, sur un premier niveau, il y a pas mal d'outils qui sont soit dans un premier niveau d'utilisation, je parle de Analytics ou de Data Studio qui sont gratuits parce qu'ils sont mis à disposition par Google notamment. Après, c'est souvent sur la licence, sur le deuxième volet, sur une partie un peu data visualisation qui va dépendre de la solution, le nombre d'utilisateurs. Donc, c'est un petit peu compliqué de donner un chiffre aujourd'hui, mais c'est souvent sous forme de licence qui va être soit l'utilisateur, soit la donnée consommée. Et c'est un premier niveau qui est en général cohérent avec la structure de l'entreprise et le volume de données analysées. Donc, on n'a pas des prix qui sont exorbitants pour des petites PME et on a souvent des volumes qui sont un peu plus coûteux lorsqu'on a beaucoup, beaucoup de données. Oui, je pense que ce que les personnes peuvent garder en tête, c'est effectivement ce côté scalable et c'est des choses qui sont disponibles à investissement. Alors, investissement licence zéro, parce qu'on peut avoir des solutions qui sont purement payées à l'usage, au nombre d'utilisateurs, à la volumétrie des données, et pas avec un achat de licence initiale. Par contre, il y a deux aspects. Si vous mettez en place autant des tableaux de bord, ça peut être fait avec un investissement relativement restreint, autant la mise en œuvre d'un entrepôt de données, là ce que j'évoquais en solution 2, là il y a un développement informatique conséquent. Donc voilà, il faut le prévoir. L'autre élément que je voulais mettre en évidence, c'est que si ces coûts sont scalables en termes de solutions, en termes de licences, d'outils, vous avez également un autre coût qui est extrêmement important, c'est la partie ressources humaines chez vous, parce que les outils d'analyse et de pilotage n'ont de valeur que s'ils sont utilisés et exploités par des analystes. Et du coup, si vous voulez faire un pilotage très fin de vos campagnes, eh bien, soit vous déléguez ça à une agence, soit vous avez besoin de compétences en interne qui passent du temps sur ces sujets pour prendre les décisions sur la base des données fournies par les tableaux de bord. Et c'est la même chose sur la connaissance client et la personnalisation. Si vous êtes en mesure de prédire le produit préférentiel, la valeur ajoutée d'un client, qui risque de partir, c'est parfait, mais par contre, l'exploitation de ces choses-là, ça va nécessiter d'ajuster des templates personnalisés dans votre newsletter, d'avoir des scénarios de contact différenciés. Donc, il y a un travail en termes de marketing opérationnel qui va prendre du temps chez vous. Il y a un travail également en termes d'analyste de données marketing qui va nécessiter des ressources chez vous. Alors, vous pouvez, je dirais, externaliser dans le cadre d'une étude initiale, mais si ces choses-là ont beaucoup de valeur, ça deviendra stratégique et vous aurez besoin d'internaliser. Donc, au-delà des outils, c'est plutôt les compétences et le temps des ressources humaines chez vous qui sera un élément important, avec bien sûr l'opportunité d'outsourcer si vous avez des petits volumes et que vous voulez faire appel à des experts rapidement disponibles. Et là, naturellement, je prêche pour Choosit et Data Shooting. C'est bon, du coup, on a répondu à ta question, Pierre. Merci, c'est très clair. Merci beaucoup. Super, merci. Merci à vous, bonne journée et bon courage dans cette période de confinement. Merci à tous. Bye.